Des méthodes de voyous made in Israël, l'État pédo-judéo-fasciste. Il bosse pour la France ou pour Israël? Strauss-Kahn, incroyable ces coïncidences. Citez son nom, Sacha Strauss-Kahn, c'est déjà un début d'indice. Il n'y en a plus de 3. Déposé plainte, vous ne l'avez pas signalé ce matin pour diffamation, devant les informations que vous relayez. Et vous avez vous-même mis en avant M. Strauss-Kahn, il s'appelle Sacha Strauss-Kahn. Et je vais lire les tweets qui s'en sont suivis sous votre Twitter que vous n'avez pas condamné, ni même supprimé. Encore un putain de juif. C'est ce qu'il faut penser et penser correct, c'est abject. Entrisme sioniste, Sacha Strauss-Kahn, vérifiez bien ses liens avec l'entité nazi-sioniste. Encore un suppôt d'Israël, ce n'est plus possible. Il faut les dégager de nos institutions. Le ministère de la Justice avec des juifs complices d'Israël pour salir. Le nom, oh, Strauss-Kahn, comme c'est étonnant. On le sait, ça ne m'étonne pas qu'il soit juif. J'imagine qu'il voue une allégeance inconditionnelle à un État génocidaire. Des méthodes de voyous made in Israël, l'État pédo-judéo-fasciste. Il bosse pour la France ou pour Israël? Strauss-Kahn, incroyable ces coïncidences. Citez son nom, Sacha Strauss-Kahn, c'est déjà un début d'indice. Il n'y en a plus de 3. La première va être posée par Monsieur Thomas Porte pour le groupe La France Insoumise. Madame la Présidente, Monsieur le ministre de la Justice, jeudi dernier, notre camarade et eurodéputé Rima Hassan a subi une garde à vue illégale et indigne d'un État de droit. Un acharnement judiciaire, politique et médiatique qu'elle subit depuis plus de 2 ans au nom de son engagement contre le génocide à Gaza et qui témoigne de la disparition progressive de l'État de droit sous le règne d'Emmanuel Macron. Au moment où Israël continue d'assassiner les Palestiniens dans la bande de Gaza, amplifie la colonisation en Cisjordanie et annexe une partie du Liban, la France se terre dans le silence, préférant organiser la chasse au soutien de la bande de Gaza. Amplifie la colonisation en Cisjordanie et annexe une partie du Liban, la France se terre dans le silence, préférant organiser la chasse au soutien de la Palestine. Je veux redire ici, au nom du groupe parlementaire de la France Insoumise, notre totale et pleine solidarité avec notre camarade et eurodéputé Rima Hassan. Un acharnement judiciaire et médiatique qui s'est accompagné d'un piétinement total de l'état de droit. Pendant l'intégralité de sa garde à vue, le secret de l'instruction a été violé pour alimenter une presse aux ordres et permettre d'organiser une campagne de calomnie contre une députée et la France Insoumise. Une stratégie malheureusement déjà utilisée contre Raphaël Arnaud ou encore contre mon collègue Carlos Martin Bilongo par le passé. Si nous nous félicitons de l'ouverture d'une enquête du parquet de Paris pour violation du secret de l'enquête, cela n'écarte pas la responsabilité politique des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Les révélations aujourd'hui du Canard enchaîné. Si nous nous félicitons de l'ouverture d'une enquête du parquet de Paris pour violation du secret de l'enquête, cela n'écarte pas la responsabilité politique des ministres de l'Intérieur et de la Justice. Les révélations aujourd'hui du Canard enchaîné confirment que nous sommes face à un véritable scandale d'État. En France, en 2026, c'est au plus haut niveau de l'État, par la voix du porte-parole de votre ministère, M. Darmanin, qu'une campagne de calomnie politique contre la première force d'opposition du pays a été planifiée, organisée et orchestrée de manière convenue. Porte-parole de votre ministère, M. Darmanin, qu'une campagne de calomnie politique contre la première force d'opposition du pays a été planifiée, organisée et orchestrée de manière convenue. Monsieur le ministre Darmanin, étiez-vous au courant des échanges entre le porte-parole de votre ministère et des journalistes? Monsieur Darmanin, pourquoi n'avez-vous pas confié à l'inspection générale de la justice une enquête administrative afin d'identifier les responsables des violations du droit au sein de vos services? Aujourd'hui, vous avez une responsabilité politique. Nous demandons la démission du porte-parole de votre ministère et des explications claires sur les violations du secret de l'instruction. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Thomas Porte, à la suite de la garde à vue de Madame Rima Hassan pour apologie du terrorisme et en lisant la presse, peut-être ayant trouvé des substances illégales dans ses affaires, vous avez souhaité mettre particulièrement en danger un magistrat, porte-parole du ministère de la Justice, qui a déposé plainte, vous ne l'avez pas signalé ce matin pour diffamation, devant les informations que vous relayez. Et vous avez vous-même mis en avant M. Strauss-Kahn, il s'appelle Sacha Strauss-Kahn. Et je vais lire les tweets qui s'en sont suivis sous votre Twitter que vous n'avez pas condamné, ni même supprimé. Et je vais lire les tweets qui s'en sont suivis sous votre Twitter que vous n'avez pas condamné, ni même supprimé.
Encore un putain de juif. C'est ce qu'il faut penser, et penser correct, c'est abject. Entrisme sioniste, Sacha Strauss-Kahn, vérifiez bien ses liens avec l'entité nazi-sioniste. Encore un suppôt d'Israël, ce n'est plus possible. Il faut les dégager de nos institutions. Le ministère de la Justice avec des juifs complices d'Israël pour salir. Le nom, oh, Strauss-Kahn, comme c'est étonnant. On le sait, ça ne m'étonne pas qu'il soit juif. J'imagine qu'il voue une allégeance inconditionnelle à un État génocidaire. Des méthodes de voyous made in Israël, l'État pédo-judéo-fasciste. Il bosse pour la France ou pour Israël? Strauss-Kahn, incroyable ces coïncidences. Citez son nom, Sacha Strauss-Kahn, c'est déjà un début d'indice. Il n'y en a plus de 300 comme ça. Alors oui, monsieur le député, j'ai fait mon travail. Depuis ce matin, l'inspection de la justice est saisie. Faites le vôtre et condamnez l'antisionisme et l'antisémitisme qui est dans vos rangs. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Dans les territoires ruraux, la hausse du prix du carburant constitue une réalité quotidienne brutale, une véritable menace existentielle pour son mode de vie qui fragilise l'ensemble de son écosystème qui est durement frappé. L'agriculture, les taxis, les transports, les infirmières, les aides à domicile, le BTP, les salariés. Pour illustrer, une entreprise de transport de ma circonscription consomme 60 000 litres de carburant par mois. Une hausse de 50 centimes représente une dépense supplémentaire de 30 000 €, alors que l'entreprise ne réalise qu'un résultat mensuel de 8 000 €. Les aides récemment annoncées, 130 € par autocar et 70 € par minibus, sont loin de combler ce déficit. C'est une double peine. Forte dépendance aux énergies fossiles et revenus plus faibles. Les ménages ruraux dépensent jusqu'à 3 fois plus pour l'énergie que les urbains, accentuant les inégalités. Étrangement, le prix du carburant réagit plus vite à la hausse qu'à la baisse. Dès le soir du déclenchement de la guerre, les prix ont bondi. Aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu annoncé et la baisse du baril sous les 100 $, aucune diminution concrète n'est constatée à la pompe pour nos concitoyens. Il s'agit là d'une question capitale de justice sociale et fiscale. En 2022, Total Energy a engrangé environ 10 milliards € de superprofits au niveau mondial. Si ce scénario se répète en 2026, une imposition à 90%, norme internationale jusqu'aux années 80, permettrait de collecter 9 milliards €. Dans le même temps, une part de ces profits échappe à l'impôt via les paradis fiscaux, comme l'a souligné l'économiste Gabriel Zucman. Comment accepter ces profits stratosphériques alors que nos concitoyens s'appauvrissent? Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Que compte faire le gouvernement pour protéger concrètement les ruraux, soutenir le tissu économique et garantir que ces profits exceptionnels contribuent enfin à la solidarité nationale face à cette crise énergétique? Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au Premier ministre. Nous saluons le cessez-le-feu entre les États-Unis, Israël et l'Iran, même si nous regrettons profondément que les frappes se poursuivent au Liban. Ce cessez-le-feu constitue un premier pas vers l'apaisement. Mais chacun le sait, cette trêve est fragile. Et surtout, elle ne réglera pas, avant de longs mois, les conséquences économiques du conflit, à commencer par la flambée des prix du pétrole. Or, sur le terrain, la réalité est là. Les prix à la pompe explosent et deviennent insupportables pour la France qui travaille. Je pense aux entreprises étranglées et parfois contraintes de licencier pour ne pas mettre la clé sous la porte. Je pense aux ouvriers, aux aides à domicile, aux AESH, aux soignants, aux agriculteurs, aux pêcheurs, aux artisans, tous ceux qui travaillent, qui vivent modestement et qui aujourd'hui ne s'en sortent plus. Chez moi, entre Loudéac et Lamballe, il n'y a pas d'alternative à la voiture. Faire le plein n'est pas un luxe, n'est pas un choix, c'est une nécessité pour travailler et vivre. Alors faisons le calcul. Avec un gasoil à 2,35 € au Leclerc de Quintin, c'est 25 € de plus par plein depuis le conflit. Pour un couple, à raison d'un plein par semaine chacun, c'est plus de 200 € par mois supplémentaires. C'est absolument intenable. Face à cette urgence, deux réponses s'imposent à vous, Monsieur le Premier ministre. Premièrement, garantir que les baisses de prix du pétrole soient rapidement répercutées à la pompe, c'est indispensable. Deuxièmement, on n'y échappera pas, faire un geste sur le pouvoir d'achat en baissant les taxes sur les carburants, car tout le monde ne pourra pas passer à l'électrique du jour au lendemain. Mais au-delà de l'urgence, c'est un choix politique que nous posons. Faire enfin de la France qui bosse la priorité, et cela passe par une baisse des taxes et des charges sur ceux qui travaillent,
compensée par une baisse des dépenses d'assistanat pour que les efforts ne soient pas toujours demandés aux mêmes. Alors, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à ce changement de cap? Je vous remercie. Énergie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Le Fur, vous avez raison, la situation qu'on traverse est extrêmement difficile pour beaucoup de Français, et essentiellement pour les Français qui travaillent et qui roulent beaucoup. La situation est extrêmement évolutive et on a vu notamment depuis ces 24 dernières heures les déclarations du régime iranien, les déclarations du président Trump, une baisse absolument spectaculaire du cours du baril. Le Premier ministre a immédiatement communiqué demandant aux distributeurs de répercuter à la baisse l'évolution de ces cours aussi vite que les répercussions à la hausse se sont faites depuis plusieurs semaines maintenant, et nous réunirons avec les ministres Lescure et Papin demain les distributeurs pour s'assurer, là encore, que dans les jours à venir, comme l'a d'ailleurs d'ores et déjà annoncé l'UFIP, ces baisses de prix soient visibles et concrètes pour les Français. Nous avons commencé à aider les secteurs les plus en difficulté, vous le savez, les pêcheurs, les agriculteurs, les transporteurs notamment, et nous adapterons l'ensemble des dispositifs de soutien et l'ensemble des aides nécessaires, fonction d'une situation internationale et géopolitique qui évolue. Je ne sais pas vous dire où en sera l'évolution du prix du baril dans une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, je n'ai pas de boule de cristal, mais je m'engage à ce que jamais nous ne laissions tomber les Français qui travaillent. Et je vous renvoie d'ailleurs à des mesures importantes qui ont été prises dans le projet de loi de finances. Je pense notamment à la hausse de la prime d'activité. Là, on est sur des mesures concrètes pour aider les Français qui travaillent. Lorsqu'on n'augmente pas les impôts dans le projet de loi de finances, lorsqu'on augmente la prime d'activité, ça bénéficie concrètement à celles et ceux que nous défendrons ensemble. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie. Dans les territoires ruraux, la hausse du prix du carburant constitue une réalité quotidienne brutale, une véritable menace existentielle pour son mode de vie qui fragilise l'ensemble de son écosystème qui est durement frappé. L'agriculture, les taxis, les transports, les infirmières, les aides à domicile, le BTP, les salariés. Pour illustrer, une entreprise de transport de ma circonscription consomme 60 000 litres de carburant par mois. Une hausse de 50 centimes représente une dépense supplémentaire de 30 000 €, alors que l'entreprise ne réalise qu'un résultat mensuel de 8 000 €. Les aides récemment annoncées, 130 € par autocar et 70 € par minibus, sont loin de combler ce déficit. C'est une double peine. Forte dépendance aux énergies fossiles et revenus plus faibles. Les ménages ruraux dépensent jusqu'à 3 fois plus pour l'énergie que les urbains, accentuant les inégalités. Étrangement, le prix du carburant réagit plus vite à la hausse qu'à la baisse. Dès le soir du déclenchement de la guerre, les prix ont bondi. Aujourd'hui, malgré le cessez-le-feu annoncé et la baisse du baril sous les 100 $, aucune diminution concrète n'est constatée à la pompe pour nos concitoyens. Il s'agit là d'une question capitale de justice sociale et fiscale. En 2022, Total Energy a engrangé environ 10 milliards € de superprofits au niveau mondial. Si ce scénario se répète en 2026, une imposition à 90%, norme internationale jusqu'aux années 80, permettrait de collecter 9 milliards €. Dans le même temps, une part de ces profits échappe à l'impôt via les paradis fiscaux, comme l'a souligné l'économiste Gabriel Zucman. Comment accepter ces profits stratosphériques alors que nos concitoyens s'appauvrissent? Alors, Monsieur le ministre, ma question est simple. Que compte faire le gouvernement pour protéger concrètement les ruraux, soutenir le tissu économique et garantir que ces profits exceptionnels contribuent enfin à la solidarité nationale face à cette crise énergétique? Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Topiak. Pour répondre d'abord à votre deuxième question, je réaffirme ce qu'on a dit déjà hier, à savoir que le gouvernement est évidemment ouvert, notamment à travailler sur la proposition qui émane de nos voisins européens pour une taxation sur les super énergéticiens. Et donc, nous avancerons dans les jours et dans les semaines à venir, là encore avec tous les pays de l'Union européenne qui se sont montrés ouverts à travailler sur cette question. Et je crois que c'est la bonne échelle, l'échelle européenne, pour apporter là encore une réponse efficace qui puisse être bénéfique aux finances publiques d'une part et au pouvoir d'achat des Français d'autre part. Quant aux aides, je rappelle là encore ce que nous avons déjà mis en place. Dans un premier temps, pour les secteurs économiques les plus touchés, des possibilités de report de charges sociales et fiscales. Dans un deuxième temps, des aides extrêmement concrètes à la pompe pour les transporteurs, pour les pêcheurs, 20 centimes au litre, et évidemment pour les agriculteurs. Nous continuerons avec un contexte international qu'on doit évidemment
évidemment prendre en compte. Et je ne peux pas m'exprimer devant vous aujourd'hui comme je l'ai fait hier, en faisant complètement fi de ce qui s'est passé ces 24 dernières heures. Et nous serons extrêmement attentifs à ce que dans votre département, comme dans l'ensemble des départements de France, les prix à la baisse soient répercutés aussi vite que les hausses l'ont été. Je l'ai dit tout à l'heure, nous convoquerons les distributeurs demain. Nous mènerons les contrôles de la même façon que nous les avons menés en début de crise pour s'assurer que ces baisses de prix soient effectives et correspondent à l'évolution des prix du baril. Et nous adapterons l'ensemble des dispositifs de soutien, encore une fois, aux secteurs économiques les plus exposés et aux Français, comme nous le faisons depuis le début de cette crise. Même. Alors, Monsieur le Premier ministre, êtes-vous prêt à ce changement de cap? Je vous remercie.